prendre le relais avec aussi une personne qui a collaboré et contribué à une première. C'était la première tente hileuse harmonique. Et je veux parler ici de Delphine. Delphine, tu es avec nous? Ouais. Tu nous entends? Ouh, on t'entend Oui, bien. oui, super. Ah, cool. Magnifique. J'ai cru voir Fred aussi à côté. Ouais, il est là, il est là. Mon régisseur personnel. Merci pour l'image. Maintenant, je vais rester avec le son. Et merci à Charlotte pour cette belle session de yoga. C'était magnifique. Ouais, c'était magnifique. Ouais, très, très rayonnante, très belle personne. Hâte de la rencontrer. Maintenant, c'est à toi de prendre le relais. Alors, avant de te donner la parole, faire une petite présentation de toi, très rapide. Tu viens du monde de la musique avec une expérience professionnelle passionnée et mouvementée, selon tes dires. Et pour prendre soin un petit peu de ta santé, tu as dû faire un virage à 180 degrés et t'orienter sur la naturopathie. C'est ça. Et aujourd'hui, ça te permet d'accompagner, pas que toi, d'autres personnes aussi de ton entourage, moi et mes pieds aussi de temps en temps. Et ça depuis 7 ans. Alors aujourd'hui, l'atelier, on va dire, à connotation d'exposé. Je crois qu'il y a ta voix qui est l'immunité, c'est ça? C'est ça. C'est ça, c'est ça. Alors, j'ai une petite baisse de connexion. Est-ce que Manu m'entend ou Cécile ou ça vient Oui, oui, ils m'entendent apparemment. Alors peut-être ça vient de ta connexion, mais moi je t'entends très bien, Delphine. Ok. Moi, je t'entends un petit peu, voilà, comme ça. Bon, je suis là pourtant. Est-ce que là, ça va mieux? Je te vois, je te vois. Peut-être on va essayer de parler en signe des langages, mais je ne le connais pas. L'intérêt de ton atelier, c'était prendre soin de son système immunitaire et essayer de nous inviter forcément à la réflexion et pourquoi pas à l'action. Alors si avant de faire partir la vidéo, tu veux peut-être rajouter quelques informations, je te laisse ce soin. Écoute, comme tu l'as dit, je viens du monde de la musique. J'étais pendant une dizaine d'années à la direction d'une scène musique actuelle. Et mon monde du spectacle aussi. Et c'est vrai que j'ai connu un gros accident de santé, hein, sûrement à force de tirer sur la corde, parce que c'est vrai qu'on fait des très très grosses semaines dans ce domaine. Et cet accident de santé m'a fait connaître des problèmes ostéo-articulaires, des opérations, des problèmes immunitaires, puisque beaucoup de cortisone, beaucoup d'anti-inflammatoires qui démolissent le système immunitaire, qui démolissent l'estomac. Et ce qui m'a amené à me passionner pour le système immunitaire. Donc, c'est vrai que dans toute cette période, j'avais les oreilles très, très ouvertes et j'ai repris pas mal de recherches dans ce domaine. Mais je suis toujours vraiment convaincue que l'important, c'est pas de booster le système immunitaire, mais plutôt de se demander, et c'est ce que je vais expliquer dans la vidéo, comment s'occuper de ses compagnons de chemin, parce qu'en fait, ils bossent jamais tout seuls. C'est ça. On est apparemment le boss d'une grande usine chimique qui est notre cœur. Donc, on va te laisser rentrer en profondeur avec cette vidéo. Et puis, je rappelle aux différents internautes, on va mettre un document et les contacts de Delphine dans la petite lucarne conversation. Et Delphine restera avec nous pour répondre à des questions éventuelles en direct. Super. Tu l'as le document du coup? Oui, je l'ai. Ok, magnifique. Parfait. C'est cool. On va laisser ça à Guillaume alors. Et puis, on se retrouve après. À tout à l'heure. Merci Delphine. Merci Eddy. C'est excellent, c'est vert. On dirait que je suis en Irlande.
On vous demande quelques petites secondes, la vidéo va partir. Merci. Bonjour, cher public du festival Harmonique. Harmonique Festival, un temps qui d'habitude rythme notre année, un temps important pour notre communauté, pour notre vie à tous. Et un temps que je remercie l'équipe d'Harmonique d'avoir pris pour nous permettre de nous retrouver, même si nous sommes en configuration numérique. Alors c'est vrai que d'habitude, je suis à Harmonique Festival sous la grande tente berbère, la grande tente de soins, donc pour faire de la réflexologie plantaire, proposer des soins en naturopathie, des soins énergétiques. Mais là, c'est dans le jardin du voisin, hein, pour aujourd'hui. Et donc, je voulais vraiment encore remercier l'équipe d'Harmonique d'avoir fait appel à moi suite à la diffusion d'une note qui est plutôt un vade-mecum de sortie de confinement, avec le point de vue en toute humilité d'une naturopathe. Un vade-mecum intitulé «L'avenir est à l'immunité». Alors pourquoi l'avenir est à l'immunité? Tout simplement parce que cette période de confinement et de déconfinement a généré un stress. Ça peut être un stress négatif, ça peut même être un stress positif pour certains qui se sont trouvés très bien confinés. Mais en attendant, ça a demandé un énorme travail d'adaptation à notre organisme pour se confiner et puis maintenant pour se déconfiner. Donc le système immunitaire étant en lien avec le système nerveux, évidemment, ça lui demande beaucoup d'efforts. Il n'est pas en lien uniquement avec le système nerveux, il va être en lien également avec le système endocrinien. On a bien vu que dans cet épisode de Covid-19, alors en fait le Covid-19, c'est pas le Covid-19, on devrait dire la Covid-19, puisque Covid-19, c'est la maladie, les symptômes qui sont attribués à une infection par SARS-CoV-2. Petite parenthèse. Donc on a bien vu pendant cet épisode que les personnes les plus fragiles étaient les personnes âgées, mais au-delà des personnes âgées, c'était pas forcément les personnes âgées, c'était beaucoup les personnes qui avaient des pathologies vasculaires, cardiovasculaires, des problèmes liés à la gestion du poids, des problèmes d'obésité, des problèmes liés à la gestion des sucres, notamment avec les diabétiques. Donc on voit bien qu'il y a une dimension endocrinienne et vasculaire dans cette histoire de virus. Et pour avoir fait un mémoire de recherche important de 70 pages à la fin de mes études de naturo sur un sujet qui touche à une famille de maladies immunitaires assez larges, je suis arrivée à la conclusion je suis arrivée plutôt à être en affinité avec les personnes qui pensent que le système immunitaire vit de manière complètement systémique avec le système endocrinien et le système nerveux. On parle à ce moment-là de système neuro-endo-immunitaire. À savoir que quand même dans cette histoire de système immunitaire, on a la question du système digestif qui est très présente, puisque 70% de nos cellules immunocompétentes sont situées au niveau de notre paroi intestinale. Donc ça inclut la paroi intestinale et ça inclut évidemment la flore intestinale. Là encore, on voit que chez les personnes les plus touchées, les questions d'alimentation étaient rarement les plus bénéfiques en termes de conditions.
souvent une alimentation pauvre en fibres, riche en graisse, mais plutôt en mauvaise graisse. Par exemple, chez les seniors, on sait qu'il y a une superbe étude là, qui s'appelle étude Eldermet, que je cite dans le document d'ailleurs, qui montre que les seniors en institution, donc qui ont ce type d'alimentation-là, quand on les sort des institutions et qu'on leur redonne une alimentation beaucoup plus variée, ont leur microbiote, hein, c'est tout ce petit système vivant qu'on a dans nos intestins, leur microbiote change et leurs symptômes changent par là même. Donc ça dit beaucoup de choses tout ça, mais ça veut aussi dire que si on ne s'occupe que du système immunitaire en commençant à prendre des plantes qui boostent le système immunitaire, des champignons, des tas de choses, on ne fait pas le job. Parce qu'en fait, le système immunitaire, il a besoin d'être équilibré en termes de stress, en termes de digestion, en termes endocriniens. Donc moi, je vous invite vraiment à vous demander, est-ce que vous êtes plutôt de type nerveux? Est-ce que vous êtes plutôt de type digestif, avec des ballonnements, des gaz, voilà, tout un tas de des selles qui ne sont pas forcément régulières? Est-ce que vous êtes plutôt respiratoire, avec des fragilités ORL, des choses comme ça? Ou est-ce que vous avez plutôt des problématiques qui peuvent être endocriniennes? Hein, ça peut être des pics d'hypoglycémie qui sont très fatigants, ça peut être des changements de cap au niveau hormonal. Et donc, je vous propose de vous demander quelle est votre dominante pour pouvoir ensuite choisir éventuellement une plante de soutien ou une complémentation de soutien qui vous correspondra le mieux. Donc évidemment, ça peut se faire en consultation, en téléconsultation. On va faire un bilan complet, un programme d'hygiène vitale. Et vous trouverez dans le tableau et dans ma lettre toute la liste des aliments à favoriser pour sortir au mieux de cette crise. Je vais vous donner un cadre de mesures alimentaires globales qui va demander éventuellement à être personnalisé, mais ça fait quand même ça va faire une bonne base quand même. Donc évidemment, on va consommer beaucoup de feuilles vertes, riches de chlorophylle, pour l'oxygénation cellulaire, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes colorés, de préférence avec une cuisson douce, cuisson vapeur pour garder un maximum les vitamines, les oligo-éléments, les minéraux. Mais évidemment, idéalement, pas mal de crus hein, qui vont, eux, conserver toutes les propriétés des aliments. Ce qui est très important, ça va être de freiner sur les sucres raffinés. Alors quand on dit les sucres raffinés, c'est aussi éventuellement l'alcool, puisqu'en fait, on est vraiment dans le sucre. Et les bactéries et les virus adorent le sucre. Et quand on parle de sucre, évidemment, on peut assez facilement penser aux glucides. Donc les glucides, essentiellement les glucides blancs, raffinés, le riz, le pain, les pâtes, les biscuits, que les bactéries, les virus vont adorer. En plus, ces glucides vont former une pellicule de glu sur votre intestin, ce qui va freiner les échanges d'informations. Hein. Là, en ce moment, il faut que ça communique bien. Donc là, ça va être quand même, ça peut freiner en fait la circulation des informations dans la flore intestinale qui elle-même est responsable de l'immunité en grande partie. On pensera par exemple à la propolis, magnifique la propolis pour cette question, mais vous le retrouverez dans le document si vous souhaitez le recevoir. On va consommer des oméga 3. Des oméga 3 parce qu'eux aussi vont faciliter la communication des informations cellulaires.
Les membranes cellulaires sont plus souples quand on mange des oméga 3. Donc, très important de penser aux oméga 3. Vous aurez la liste également. Une assiette riche en vitamines, donc, mais surtout en vitamine C, puisque c'est la vitamine requise en première ligne pour répondre à une réponse immunitaire innée et pour répondre à des adaptations de notre vie, de notre environnement, etc. Très bon résultat d'ailleurs, de la vitamine C injectée à haute dose en intraveineuse sur les traitements de Covid-19 en Chine. Il y a eu vraiment des résultats intéressants. La vitamine D, supplémentation quasiment d'emblée pour tout le monde, sauf si vous avez été confiné dans votre jardin, petit vénard. Portez attention aux sources de minéraux, le magnésium, le sélénium, le zinc, le cuivre. Alors, ce n'est pas uniquement les minéraux, c'est aussi les oligo-éléments. C'est ces merveilles qui vont permettre de catalyser les réactions dans l'organisme, de faire que les réactions seront plus efficaces. Et on va penser surtout au zinc parce que c'est le principal activateur enzymatique de la réponse immunitaire. On n'y pense pas assez au zinc. Et en plus, il montre une activité antivirale vraiment directe. Observez aussi vos sources de glutamine. Vous trouverez la liste dans le document. Chouchoutez votre paroi intestinale vraiment avec des probiotiques. Ça peut être des probiotiques en gélule, mais ça peut être aussi des produits lactofermentés, des jus lactofermentés, des légumes lactofermentés, du kimchi, de la choucroute crue. Voilà, je vous donnerai aussi toute une liste. Ça peut être à faire chez soi ou à acheter en magasin bio. Et évidemment, on pensera également au coenzyme Q10 pour une bonne gestion du stress oxydatif. Alors évidemment, on va aussi en naturopathie penser peut-être à des cures de détox, de revitalisation, des cures antiradicalaires, des monodiètes, des jeûnes, des pratiques physiques, respiratoires, spirituelles. Hein. C'est cette spiritualité qui va donner du sens à ce que l'on vit. Donc c'est intéressant de s'y intéresser aussi beaucoup en ce moment. Mais mon maître mot serait de garder un maximum de douceur, d'équilibre et peut-être de la continuité. Si vous avez mis en place pendant cette période de confinement l'idée d'appeler quelqu'un tous les jours, de prendre un bain, de faire du yoga, du douyin, voilà, essayez de continuer. Votre système immunitaire s'est habitué à cette proposition bénéfique pour vous. Il n'y a pas que les aliments, hein, vous vous en doutez bien. Il y a surtout que la peur est un grand dépresseur du système immunitaire. Pourquoi? Parce que quand on vit un stress, notre système immunitaire se met en berne pour pouvoir réagir au stress. On va avoir les hormones du stress qui vont monter. Et pour pouvoir faire leur boulot de fuite ou d'attaque, ces hormones du stress vont faire que le système immunitaire va se mettre de lui-même en berne. Mais quand ça dure comme ça pendant longtemps, voilà, ça peut être vraiment problématique. Mais comme la peur est le plus grand dépresseur du système immunitaire, moi je vous invite à remercier cette peur, de vouloir vous protéger, c'est très sympathique à elle. Mais continuez à faire ce que vous avez à faire, restez ancré, restez centré, restez dans les gestes barrières et surtout ne la laissez pas vous contaminer. Et coucou Delphine, nous voilà de retour. On n'entend pas, alors attends, je réactive. Est-ce que tu peux réactiver ton son? On ne t'entend pas. Ça y est, c'est fait. Ah, voilà. Tu nous entends et tu peux parler maintenant, Delphine. Oui. Ça y est, c'est ma jumelle à lunettes. C'est ça. Une qui est réflexologue et l'autre naturopathe. C'est ça. Et en fait, il y a une triplette aussi qui fait les soins énergétiques. Donc,
Ça va. Qui On plaît. perd pas trop d'énergie, on se complète bien. C'est pas mal. D'ailleurs, la réflexologie intervient aussi ou prend soin de notre immunité en complément de tous les conseils que tu viens de nous donner, n'est-ce pas? Oui, très, très, très bon, très bon outil pour remettre en route le système neuro-endo-immunitaire, puisqu'en fait, on va jouer sur tout ce qui va être sympathique, orthosympathique, le stressé et le relaxé. Et on va jouer sur tous les organes. Voilà, c'est un très, très bon outil pour reprendre pied. Tout à fait. Voilà. Je voulais dire que il y a une petite… C'est comme tu nous expliquais. Oui. Vas-y, je t'en prie. Je voulais dire qu'il y a une version légèrement mise à jour du document initial que tu avais eu. Donc évidemment, s'il y a des personnes qui souhaitent l'avoir, ils m'envoient un petit mail et voilà. Ok, c'est ce que j'ai précisé dans la conversation. Contact, Facebook, email, et j'ai envoyé le premier document que vous nous avez envoyé. Super. Parce qu'entre-temps, je me suis aperçue que, par exemple, l'huile essentielle de laurier noble avait été très bien testée sur le SARS-CoV-1. Et du coup, ça, c'est intéressant. Enfin, il y a quelques petites modifs, en fait. Voilà. Ok. Et pour avoir des précisions sur la durée, on va dire, des différents traitements, parce que moi, ce qui m'était venu à l'esprit, c'est que parfois, on peut avoir des difficultés respiratoires, parfois ça peut être de la glycémie, parfois ça peut être d'autres symptômes, et donc à chaque fois on a un traitement qui est adapté, on va dire, à ces symptômes. Mais on n'a pas dans le document les durées des traitements, donc ça on peut le en direct éventuellement. Ça, c'est vraiment difficile à conseiller de manière générale. Mais on va dire que pour un cadre type, les cures vont être conseillées en général sur 3 mois. D'accord. Voilà. Après, selon les situations, on va peut-être être appelé à bosser pendant 1 mois sur un axe. Et ensuite, par exemple, un axe qui est complémentaire, mais si on ne travaille pas sur cet axe complémentaire, on n'arrivera pas à bosser sur l'axe principal. Et ensuite, mettre en place une cure de 3 mois sur l'axe principal. Mais voilà, après là, vous avez quand même un cadre général. On va dire que pour la dominante, 3 mois, c'est la durée moyenne d'une cure pour se remettre bien. Après, évidemment, très très difficile à dire sans connaître le cas. Oui. Parce qu'on prend en compte tous les antécédents de la personne, mais aussi les antécédents familiaux, l'énergie, où en est l'énergie vitale de la personne. Et ça s'évalue. Ça va s'évaluer très bien en réflexo, mais très bien en anamnèse, c'est-à-dire en échange avec la personne, ne serait-ce qu'en demandant de regarder les lunules, là, qui sont ces petites taches, ces petits ronds blancs à la base des ongles. Et voilà, rien que ça va donner des informations sur l'énergie vitale et ça va permettre de dire, bon ben, on peut commencer par une détox ou non, on ne va pas commencer par une détox, il n'y a pas assez d'énergie vitale en ce moment. Donc, on va faire le contraire, revitaliser et la détox, on la fera après, par exemple. Si elles sont toutes petites et qu'on les voit à peine, ça veut dire qu'il faut qu'on prenne soin de notre peau ou c'est ça veut dire que… Alors, tout dépend. Si elles ont toujours été comme ça, c'est ta constitution de naissance. Ok. Donc, c'est héréditaire. Si par contre tu te rappelles que jeune adolescent, tes lunules elles étaient très présentes et très blanches et elles étaient toutes là, c'est qu'il y a peut-être une petite perte de vitalité. Peut-être. Et évidemment, il y a les ridologies aussi. Hein ?
réflexologie où tu as vraiment besoin d'être en contact avec la personne. C'est ça, et puis j'ai profité du confinement aussi pour rebosser sur l'iridologie, donc qui est l'étude des zones réflexes de l'iris. Et jusque-là, dans mon enseignement, j'étais plutôt formée à l'école allemande et j'ai profité de cette période pour me former à l'école américaine et qui me parle beaucoup plus. Donc, il y avait des petites choses qui ne matchaient pas complètement avec ma manière de travailler dans l'école allemande. Et là, c'est vraiment… c'est super. Du coup, je demande souvent aux personnes d'essayer de prendre une photo de leur iris, de leur œil, de leurs yeux d'ailleurs, parce qu'il faut les deux. Et je prends un temps pour bosser là-dessus. Comme ça, si je ne peux pas avoir les infos en réflexo, je les ai par l'iridologie et c'est assez passionnant. Et puis l'avantage de l'iridologie aussi, c'est que du coup, on va avoir une image irienne qui va évoluer. C'est-à-dire quelqu'un qui a une grosse énergie vitale, en 1 à 3 mois, les signes iriens vont pouvoir disparaître ou du moins commencer à se modifier. Quelqu'un qui a moins d'énergie vitale, on va mettre 6 mois à 1 an, mais on voit bien les signes évoluer au niveau de l'œil. Ça, c'est super. Et du coup, la lecture américaine me parle complètement. Je suis très à l'aise avec cet outil-là maintenant, comme ça. Très chouette. Je regarderai tes iris. C'est vrai que sans être un professionnel, les iris nous parlent souvent. Oui, vraiment. Et je regarderai les tiens. C'est le miroir de l'âme. Merci beaucoup, Delphine. Merci, merci à tous. Merci merci de nous avoir fait vraiment confiance. Merci de la soirée. J'espère que vous resterez avec nous, n'est-ce pas? Oui, une belle soirée. Oui, mais avant cela, on va accueillir Boudinette. Boudinette, est-ce que tu es par là? Ouais, Boudinette, le féminin de Bouddha. Bisous Delphine en tout cas et merci Fredo. Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Ouais. Salut Boudinette. Salut. Bienvenue. Oui, on t'entend bien. Bon, toi, ta bande passante est faible, Eddy. Derrière. Toi, tu nous entends bien? Moi, je t'entends, mais des fois, ça coupe parce que tu as une bande passante qui est faible. La bande passante est faible. Et la mienne, elle est top dans mon cabanon. Exactement, on me l'a précisé depuis l'intervention d'Elphine. Là, tu arrives à m'entendre? Oui, très bien. J'espère en tout cas que tout le monde m'entend. Donc, on présente peut-être Boudinette qui fait aussi partie des premières sur le Festival Harmonique. Elle a été là dès la première édition à Aise pour amener un peu de sagesse et de connaissances au niveau de healing et des ambiances des festivals. Boudinette, si je ne me trompe pas, tu es infirmière depuis plus de 25 ans, donc tu as dû être mis à contribution ces derniers temps avec le confinement. Oui, bah en fait, nous, pas tellement, parce que comme j'ai été malade du Covid, j'ai été chez moi tranquillou. Ben, comme la plupart des infirmières, je l'ai attrapé, mais rassurez-vous, c'était pas grave. Il y a beaucoup de gens qui l'ont eu, pas grave. Voilà. Si tu es avec nous ici, c'est que ça s'est bien terminé. Je vais poursuivre un peu ta présentation, donc même lire un petit peu parce que tu as une grande expérience. Tu as voyagé beaucoup en Asie afin d'y travailler, d'étudier les médecines holistiques asiatiques. Tu as travaillé également sur les méridiens et les techniques de massage par différents arts énergétiques comme le Qigong, le Tai Chi, le yoga, les massages thaï et ayurvédiques. Et orné de 30 ans de pratique à titre bénévole, tu précises, et pas dans un cabinet, à l'approche des huiles essentielles par la phytothérapie. Tu as été formé à l'École française des médecines douces, section aromathérapie, d'où le sujet de ton intervention d'aujourd'hui, nous sensibiliser au monde merveilleux des huiles essentielles que toi tu appelles plus familièrement justement l'aromathérapie familiale. L'intérêt de ton atelier selon toi, c'est de nous sensibiliser à la préciosité des huiles essentielles, mais aussi aux problèmes écologiques qui sont liés à leur surexploitation et nous indiquer peut-être comment choisir une bonne huile essentielle de qualité et les principes d'utilisation. Je ne me trompe pas? C'est tout à fait ça.
Voilà, je voulais aussi préciser quand même que les études d'aromathérapie sont récentes. Donc, je n'ai pas 30 ans de pratique en aromathérapie. Et c'est pour ça que je ne me permets pas de donner des conseils. On est dans l'aromathérapie familiale de base, pas dans des conseils d'aromathérapeutes éclairés et qui ont 20 ans de pratique en cabinet. Voilà. Il n'y aura pas de conseils personnalisés. Oui, donc, comme c'est ma première expérience en tant que présentateur, en fait, j'ai omis de mettre un petit point à ma phrase et les 30 ans de pratique, c'est plutôt sur le travail des méridiens et des techniques de massage. C'est ça. Alors, contrairement à Delphine et Dim, Boudinette va nous faire un live. On n'a pas de vidéo enregistrée, donc on va lui laisser la place pour présenter toutes ses connaissances. Ça n'empêche que je suis présent sur la conversation, sur le chat, pour vous transmettre au fur et à mesure des documents que Boudinette m'a transmis, des documents, des illustrations, des textes, et puis aussi ses coordonnées pour pouvoir la contacter après. Et bien sûr, vous pouvez vous sentir libre de nous poser les questions, et Boudinette choisira parmi les questions pour y répondre à la fin de son exposé. Voilà, je te remercie encore d'être là, Boudinette, du début jusqu'à aujourd'hui. Et bon exposé à toi et à nous. Nos oreilles sont là. Merci. Donc, je peux commencer? Oui, je t'en prie. Voilà. Donc, déjà, je suis très contente d'être avec la famille harmonique. Hein. Comme tu l'as dit, je vous connais depuis longtemps, mais même avant le concept harmonique. Et moi, mon opinion, c'est qu'harmonique, c'est bien plus qu'un festival. C'est un art de vivre. Donc, c'est un lieu de rencontre où on apprend, où on partage et où on en ressort grandi. Donc, c'est pour ça que je tenais à participer à cette harmonique online, hein, et j'espère bien que ce sera juste le début et qu'on va se revoir in vivo. Alors moi, je voulais vous parler des huiles essentielles parce que je suis très sensibilisée à cet art hein, d'aromathérapie parce que les huiles essentielles, on en trouve de partout désormais. C'est la grande mode. Donc, quand on parlait de 30 ans, oui, effectivement, ça fait 30 ans. Les pionniers, c'est dans les années 70, le docteur Balnay et le docteur Pénoé, pour les citer, et il y en a d'autres, qui ont fait des recherches là-dessus. Mais vraiment, le boom, c'est depuis quelques années et on en voit au supermarché du coin, au bricomarché du coin, sur les marchés, chez les naturopathes, dans les magasins bio. Bon, c'est très bien, mais on trouve de tout et de n'importe quoi. Donc, c'était aussi mon idée de sensibiliser les gens à la qualité et aussi, comme tu disais, la préciosité. Bon, la préciosité, c'est pas très français, mais l'aromathérapie, c'est une branche de la phyto. Donc, la phytothérapie, c'est se soigner par les plantes. Et l'aromathérapie, on parle d'extrait. Donc, c'est quelque chose de très puissant, très actif, très rapide, mais du coup, très concentré, donc plus dangereux, et aussi, il faut beaucoup de ressources pour faire de l'huile essentielle. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, on va commencer par le nom, huile essentielle. Donc, il y a huile. Alors, huile, ça fait penser à un corps gras, un lipide, mais en fait, c'est pas ça. On parle d'huile essentielle. C'est tout un ensemble de composés chimiques qui partagent deux caractéristiques. La première, c'est que ce sont des molécules aromatiques, c'est-à-dire qu'elles sont issues de plantes aromatiques. Il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a qu'une centaine. Sur les milliers et les millions même d'espèces de plantes, il y a une centaine de plantes aromatiques, c'est-à-dire qu'ils vont fabriquer, elles, leur petit laboratoire biochimique, des molécules aromatiques. Voilà. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles sont liposolubles, c'est-à-dire elles se mélangent dans de l'huile, elles se diluent dans de l'huile, mais pas dans l'eau, pas dans du sucre, pas dans l'alcool. Voilà. Déjà, donc ces deux caractéristiques expliquent pourquoi on parle d'huile, mais ce n'est pas des lipides. Et le deuxième mot, le deuxième composant, c'est essentiel. Donc, essentiel, il y a deux connotations. Il y a la connotation extrait, concentration, voilà. Et la deuxième, c'est que c'est essentiel, c'est indispensable, c'est merveilleux, c'est utile, voilà. Donc, ces deux côtés sont présents. Voilà. Donc, bon, je parlais de concentration.
pour vous donner un ordre d'idée, moi je produis de l'huile essentielle de lavande. J'ai un petit champ de lavande devant chez moi. Et ben, dans mon huile essentielle de lavande, qui est du lavandin, qui est une lavande qui est beaucoup plus riche en huile essentielle que la lavande vraie, il me faut 100 kg pour faire un demi-litre d'huile essentielle. Et c'est bien, c'est riche, c'est le lavandin, c'est fait exprès. Mais par contre, si vous prenez la rose, il faut 4 tonnes. Donc, vous voyez, quand on parle de précieux, 4 tonnes de pétales de rose. Voilà, donc les utiliser à bon escient, les utiliser en sachant d'où ça vient et les utiliser correctement. C'est important. Alors, comment c'est fabriqué? Bon, ben, l'huile essentielle, c'est de l'essence, hein, et donc c'est produit pour la plupart du temps par distillation. Donc, on utilise un alambic. Donc, l'alambic, le procédé est simple. On met en contact les plantes avec de l'eau chaude. La vapeur d'eau va casser les sacs aromatiques. Donc, je parlais tout à l'heure des plantes qui sont des petites usines biochimiques qui fabriquent ces fameuses molécules aromatiques. Quand vous frottez de la lavande ou du thym, vous avez une odeur quand vous la sentez. Bon, ben, c'est ces molécules qui sont libérées. Quand la chaleur va faire éclater les sacs, libère les molécules. Comme c'est un gaz, et qu'on sait que les gaz, ça se dilate, comme on est en milieu fermé, ça monte dans un serpentin, donc un tuyau rond. Et ce serpentin, il est refroidi tout continuellement. Et donc l'eau se retransforme, la vapeur se retransforme en eau, et les molécules sont précipitées. Et comme on l'a dit tout à l'heure, elles sont liposolubles, et non pas solubles dans l'eau. Et bien, au sommet, donc on va avoir un vase de décantation. Au sommet va surnager les huiles et en bas, ce qu'on appelle l'hydrolat. Voilà, donc l'hydrolat, c'est aussi une partie qui est très utile. Il y a même toute une partie qui s'appelle l'hydrolathérapie. Vous voyez, donc c'est une science à part entière. Et c'est intéressant parce que dans les huiles essentielles, on a donc les molécules liposolubles qui sont actives. Et dans les hydrolats, on a les molécules hydrosolubles, qui sont d'autres molécules et qui ont d'autres usages. Juste un exemple, le géranium que vous connaissez, ce n'est pas celui qu'on utilise, c'est le géranium bourbon. Et donc, par huile essentielle, on va avoir des propriétés, par exemple antispasmodique, relaxant, etc. Et par contre, en hydrolat, c'est un cicatrisant, donc tout à fait différent. Mais ça, c'est intéressant. Donc, on a ces deux phases. Un autre procédé, c'est pour les agrumes. Parce qu'il y a des huiles essentielles de zeste d'agrumes, de pamplemousse, de citron, d'orange douce, de mandarine, etc. Et là, c'est plus du tout une extraction à chaud, c'est pressé. C'est l'action mécanique du pressage qui va libérer les molécules aromatiques. Donc, deux procédés d'extraction. Si vous voyez sur la notice qu'il y a des solvants, vous n'achetez pas. C'est pas naturel. L'huile essentielle, c'est soit la distillation, soit l'extraction mécanique à froid, mais il n'y a sûrement jamais de solvant. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est actif dans une huile essentielle? On travaille dans le vivant, là. Il n'y a pas une molécule comme dans un médicament. Vous voyez, vous prenez du paracétamol, là, Doliprane ou autre, vous avez un comprimé neutre et une molécule, le paracétamol. Mais dans une plante, il y en a des centaines. Et dans une essentielle, même si on extrait certains principes actifs par la distillation, il y en a encore beaucoup. Par exemple, la lavande vraie, qui est mon dada à la lavande, vous en avez plus d'une centaine. Voilà. Mais il y a des principes actifs qui sont prédominants. Et ça, c'est ce on va appeler ça le chémotype. Donc chémo comme chimie, donc c'est un principe chimique, et type, c'est famille. Voilà. Et c'est pour ça qu'on parle d'huile essentielle chémotypée. Et c'est important que vous choisissiez des huiles qui soient chémotypées parce qu'il y a une certaine rigueur dans l'analyse qui permet de déterminer le pourcentage de ces principes actifs. Sinon, ça peut être n'importe quoi. On peut vous vendre de l'huile essentielle de rose et puis il n'y a rien dedans. Hein. Donc, il faut que ça soit chémotypé. Chémotypé, c'est une garantie. Et comme je vous disais qu'il y avait plusieurs principes actifs, le chémotype, c'est le principal. Par exemple, le thym, il y a du thym à linalol, du thym à verbénone, et il y a plusieurs sortes de thym, ils sont différents, avec des utilisations différentes, donc c'est quand même important. Les chémotypes, ça doit apparaître sur le flacon. Alors, il y a des familles de principes actifs.
parce qu'on rentre dans la biochimie, je vais vous épargner tout ça, mais il faut savoir qu'il y a quand même des familles qui ont des principes actifs qui sont voisins. Donc une molécule aromatique, chimiquement, c'est une molécule cyclique. Voilà, c'est tout, on n'en parle plus. Mais c'est une molécule bien particulière. Et il y a des familles bien particulières qui partagent des propriétés. Donc si vous voulez rentrer un petit peu plus dedans, il faut le savoir. Il faudra que vous l'appreniez. Donc dans les documents qui sont partagés, il y a un tableau avec les principales familles. Il y a les phénols, il y a les cétones, il y a les monoterpènes, on passe. Voilà. Mais c'est important de le savoir et c'est surtout important de savoir qu'on travaille avec du vivant. Donc, c'est un ensemble. Ces molécules, elles agissent entre elles. Elles forment un composé stable, mais complet. Et on agit aussi sur du vivant, on interagit sur nous. On est aussi vivant. Donc, une huile essentielle va peut-être être bonne pour quelqu'un pour quelque chose et pour quelqu'un d'autre pour autre chose. Donc, on n'est plus dans la thérapie monomoléculaire. Donc, c'est important d'avoir en vue le totem et c'est aussi important donc de choisir une huile de qualité. Alors, qu'est-ce qui influence le chémotype? Il y a 5 choses. La première, c'est le biotope. Donc, le biotope, je vais vous faire très rapide, c'est le terroir. C'est d'où ça vient. Alors, c'est plus que le terroir. Hein. Il y a une définition qui va peut-être apparaître, mais ça suffit de savoir que c'est le terroir. Par exemple, vous connaissez peut-être le titri. Le titri, il est très connu, il est très utilisé en hiver, c'est un très bon antibactérien. Donc, le titri, ça vient d'Australie. Pourquoi ça s'appelle tea tree, tea comme le thé et tree comme l'arbre? C'est parce que quand ils sont arrivés, les Blancs, ils ont vu les abots qui prenaient des feuilles d'un arbre et qui les mettaient dans l'eau chaude. Ils ont cru qu'ils buvaient du thé, enfin que c'était leur thé. En fait, c'est une plante médicinale. Hein. Voilà, très, très, très médicinale. Le titri, c'est très précieux. Et ça vient d'Australie. Et comme vous savez, en Australie, il y a eu des feux gigantesques et ce n'est pas la première année. Donc le titri s'épuise et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et bien, comme il y a une énorme demande d'huile essentielle, ils en font en Chine. Donc c'est pour vous dire que le terroir de la Chine n'est pas exactement celui d'Australie. Donc c'est important la provenance, le biotope. Et ça doit être indiqué sur la bouteille. Donc soit Australie pour le titri, soit Madagascar. Madagascar, c'est un biotope qui est proche, c'est l'océan Indien, voilà. Mais pas la Chine. C'est pas parce que ça vient de Chine, mais c'est parce que c'est pas le bon biotope, c'est tout. Donc tout ça, c'est important. Donc le biotope. Deuxièmement, c'est l'organe utilisé. Une plante, ben, il y a la racine, il y a l'écorce si c'est un arbre, il y a les fruits, il y a les feuilles, et ça ne sera pas la même chose. Par exemple, il y a la cannelle de Ceylan, qui est une écorce, il y a la cannelle feuille aussi, ils n'auront pas du tout les mêmes propriétés. Donc quand vous allez acheter une huile essentielle, regardez la partie utilisée. Ça sera indiqué, c'est obligatoire. Hein, donc, par exemple, il y a le coriandre graine et le coriandre feuille. Ce n'est pas du tout la même utilisation. Voilà, qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a le nom. Alors, le nom, eh ben, c'est important, et je viens juste d'avoir l'exemple avec une copine, elle me parlait de l'armoise, là, en me disant, oui, mais l'armoise, il paraît que ça guérit le virus. Bon. Ben, je lui dis, oui, mais il y a plusieurs armoises. Il y a l'Artemisia vulgaris, donc l'armoise vulgaire, la nôtre, qui est utile en phytothérapie. Et puis, il y a l'Artemisia annua, qui est la chinoise, qui est celle qu'on utilise pour le palu et peut-être pour le Covid. Voilà, donc il faut avoir sur le flacon et avoir en tête le nom double. Le premier, c'est le nom du genre. Le deuxième, c'est le sous-genre. C'est très important parce que, par exemple, le basilic. Donc, vous avez une huile essentielle de basilic commun qui a une utilisation, mais vous avez une huile essentielle de basilic tropical qui s'appelle Basilicum ocimum. Et ça, c'est un antispasmodique puissant, spectaculaire pour les crampes intestinales et tout, mais pas l'autre. Donc, c'est vraiment important d'avoir le nom complet, le nom en français, le nom en latin, et de se renseigner sur vraiment ce qu'on veut. Voilà. Et le mode de production, c'est aussi important. Bien sûr, le bio, on privilégie. Si c'est sauvage, c'est encore mieux. S'il n'y a pas d'indication de mode de production, c'est que ce n'est pas bio. Donc, tout ça influe le biotope énormément. Vous savez qu'un légume poussé chez vous, sans engrais chimiques, va être bien meilleur au point de vue gustatif. Alors, c'est exactement pareil pour les plantes médicinales. Privilégier bio. Et privilégier pour le mode de distillation aussi les petits producteurs, hein, tous les aromathérapeutes et les amoureux, ils vont dans mon pays, dans la Drôme ou en Haute-Provence,
pour aller chercher les petits producteurs qui connaissent, eux, le temps de distillation, la chaleur adéquate, le temps de refroidissement, le temps de décantation, qui va changer pour chaque plante. Alors que les grands labos, eux, non, ils ne font pas ça. Hein. C'est des trucs énormes de plusieurs tonnes et leur profit, enfin, c'est le profit qui est important. Hein. La qualité sera moins bonne. Alors, je ne vais sûrement pas parler de marque, parce qu'il n'y a pas de bonne marque et de mauvaise marque. Il y a des bonnes huiles dans certaines marques, et ça, c'est au fur et à mesure et à l'usage que vous allez l'apprendre. Un peu comme les aquarellistes vont prendre du rose dans telle marque et du jaune et de la tiare de sienne dans une autre marque, etc. Mais c'est pareil, les aromathérapeutes, ils ont leurs fournisseurs, ils n'hésitent pas à se déplacer pour aller chez le petit producteur. Voilà. Alors, aussi, la dernière chose qui est importante à savoir par rapport au chémotype, c'est ce qu'on appelle l'analyse chromatographique. C'est l'analyse de laboratoire qui permet de déterminer le chémotype. Donc, cette analyse, elle coûte cher. Elle coûte plus de 100 €. J'avais envisagé de le faire pour la mienne, mais bon, c'est trop. Hein. Donc, c'est sûr que les petits producteurs ne vont pas pouvoir vous fournir une analyse chromatographique avec tout le profil des différents principes actifs. Mais vous pouvez leur parler, vous pouvez les interroger sur leur mode de production, leur mode de distillation, le principe actif connu. En général, ils savent que c'est du thym à linalol. Voilà. Donc tout ça, c'est important et gardez-le en tête. Donc, sur un emballage, puisqu'on est en live, je peux vous montrer peut-être un petit emballage. Je ne sais pas si vous le voyez. Bon, c'est pas grave. Un emballage, il y a une boîte en carton. Ne la jetez pas. Déjà, elle va protéger votre huile et dessus, il va y avoir 5 choses. Donc, le nom de la plante en latin ou en français, mais les deux noms. Donc, voilà. Le chémotype, l'origine, le mode de production et la partie utilisée. Donc, l'emballage, vous le regardez bien. Si vous êtes un peu vieille comme moi, vous chaussez vos lunettes, vous regardez. C'est bien sûr écrit tout petit. Et souvent, la provenance, comme c'est souvent la Chine, c'est caché, c'est sous la bouteille ou sous l'emballage. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui jettent leurs emballages, ne le faites pas. Gardez-le, c'est important. Et la conservation des huiles essentielles, beaucoup de gens me demandent la date de péremption, c'est pas marqué. Bah, c'est parce qu'en général, il n'y en a pas. Parce qu'on les utilise trop vite pour qu'elles se périment. Mais si vous avez un vieux flacon et que vous le sentez, si ça sent plus ou ça sent mauvais, c'est pas bon. Et aussi, il faut que ça soit un flacon opaque parce que c'est sensible à la lumière et sensible aussi à la chaleur. Donc, un endroit frais, un endroit sec. Bon, la plupart des flacons sont opaques, vous voyez. En plus, ils sont bien couverts par des étiquettes. Donc, si vous achetez en grande quantité et que vous voulez les transvaser, mettez dans des flacons opaques. Voilà. Donc, maintenant, on va passer plutôt quand même à quoi ça sert. Eh bien, le domaine d'utilisation, il est immense. L'aromathérapie, c'est cosmétique, c'est alimentaire, parce que les arômes alimentaires sont souvent des huiles essentielles. C'est la parfumerie. Il n'y a pas tous, hein, mais il y a beaucoup de bases pour les parfums qui sont des huiles essentielles. C'est le bien-être, on en met pour les massages, etc. On en met en diffusion. Et c'est finalement médicinal. Je crois que j'ai vu tout. Ah oui, très important, et c'est comme ça que j'y suis venue, l'agriculture. Ben, vous ne croirez pas, mais en bio et en biodynamie, on utilise de plus en plus d'huile essentielle et d'hydrolat comme traitement alternatif, comme traitement phytosanitaire alternatif. Alors, certains crient au scandale écologique, mais non, les plantes soignent les plantes, et si vous utilisez les hydrolats, donc la deuxième partie, la phase aqueuse, il y en a quand même beaucoup, et c'est très très utile, et on le dilue encore à 10%. C'est très utile, par exemple, contre les pucerons, contre des maladies fongiques. Il y a tout un domaine de l'utilisation qui est donc agricole et maraîchage. Alors, pour l'instant, c'est en vente libre, hein, les huiles essentielles. Alors, c'est une bonne chose et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que c'est accessible à tous.
Et la mauvaise, c'est que c'est accessible à tous. Donc, ça veut dire que n'importe qui peut acheter n'importe quoi, n'importe où, et faire n'importe quoi un peu, parce que ça peut être quand même dangereux. Alors, ça ne va pas rester malheureusement ou heureusement longtemps comme ça. Déjà, il paraît qu'en juillet, l'Assemblée nationale va se pencher sur la question. Attention, attention, il risque d'obliger... il risque d'y avoir des restrictions très fortes comme pour tout ce qui est phyto, etc. Donc, fournissez-vous maintenant. Et si, par exemple, le législateur décide d'imposer que le point de vente dispose de quelqu'un qui soit qualifié, ça c'est une bonne chose pour conseiller. Mais s'il veut que ce soit uniquement les médecins, c'est une moins bonne chose parce que les médecins en général, ils n'y croient pas parce que c'est pas possible que des plantes puissent être aussi efficaces. Voilà. Il faut savoir qu'on ne soigne pas. Les plantes, elles accompagnent. C'est le corps qui soigne. Donc ça, c'est important. N'allez pas dire « je me suis guéri de ça ou ça par les huiles essentielles ». C'est l'univers qui vous a guéri, les plantes vous aident, c'est votre corps qui vous aide. Voilà, donc on n'est pas des médecins, on n'est pas des mages. C'est surtout très utile pour les petits maux de la vie courante. Hein. Les choses qui justement ne se traitent pas en allothérapie. Enfin, moi, je vois bien dans ma pratique professionnelle, il y a plein de choses, les troubles du sommeil, les démangeaisons, les problèmes gastriques, la constipation, des trucs qui nous embêtent bien et qui nous empoisonnent bien au jour le jour. Et on n'a pas vraiment de médicaments efficaces parce que chacun va avoir une cause différente. Alors, les plantes viennent à notre rescousse pour ça. Bon, il faut savoir que si vous avez une maladie grave ou comme un cancer et tout, bon, et la phytothérapie, ça va pas, ni l'aroma ne va pas vous guérir, hein, mais ça peut accompagner. Et toujours, si vous avez des symptômes graves, de la fièvre, etc., le médecin, ça reste la référence. Si possible, trouver un médecin qui soit ouvert. Mais si vous avez une fièvre persistante ou n'importe quoi, vous consultez le médecin. Hein. On ne va jamais dire aux gens voilà. Comment on s'en sert. Alors c'est ça le plus important. Hein. Et ben, j'entends beaucoup de gens qui me disent voilà, vous mettez les gouttes sur le sucre et il y a là, vous l'avalez, parce qu'on a l'habitude allopathique de j'ai mal quelque part, je prends un comprimé et voilà. Mais les huiles essentielles, ce n'est pas leur voie privilégiée. Alors, il y a quelques indications, il y a quelques exceptions, mais ce n'est pas la voie privilégiée. Il y a deux raisons. La première, c'est parce qu'elles peuvent être potentiellement agressives et dermocaustiques, y compris pour le tractus digestif. Et la deuxième, c'est parce qu'elles sont quand même métabolisées par le foie. Et c'est ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est-à-dire ce qui arrive vraiment dans la circulation sanguine. C'est très aléatoire quand on le mange. On connaît pour pas mal de choses. Voilà. Donc, en ce qui concerne l'aspect caustique, une petite histoire. Mon formateur me parlait de quelqu'un à qui on avait dit il faut prendre de l'huile essentielle de thym, très bon pour ton rhume. Alors, lui, il a acheté de l'huile essentielle de thym, le pharmacien n'y connaissait rien, lui a rien dit. Il en a mis dans une petite cuillère, il l'a avalé. Or, c'était du thym avec des phénols, donc un principe très caustique. Il s'est complètement brûlé le tractus digestif, l'œsophage, il a atterri aux urgences. Là, les médecins ne connaissant pas, les huiles essentielles ont essayé de faire un lavage gastrique, enfin, tout le temps tout. Et c'est finalement la femme de ménage qui est passée, qui connaissait les huiles essentielles, qui leur a dit il faut avaler de l'huile pour diluer. Elle a sauvé ce patient, la femme de ménage. Donc, pour vous dire, il ne faut pas faire n'importe quoi. La voie cutanée et la voie privilégiée. Quand vous mettez une petite goutte d'essentiel pur sur une partie fine, par exemple, cette partie-là, devant, ou alors derrière les oreilles, le cou ou le thorax, et ben, en quelques secondes, les principes actifs se retrouvent dans le sang. Ça a été prouvé. Donc, c'est très rapide et c'est actif. Hein. Alors, moi, je vais vous dire le contraire, il va falloir diluer, mais c'est pour expliquer que la voie cutanée, elle est vraiment intéressante. Et puis, il y a une autre voie, c'est la voie olfactive, par inhalation. Donc là, vous avez deux façons de faire. Soit le bon vieux bol dans lequel vous mettez des gouttes d'essentiel et vous inhalez. Alors, attention, je vous dis tout de suite, pas d'eau bouillante, mais de l'eau plutôt qui a déjà refroidi un peu, 60 degrés maximum, parce que vous risquez de vous brûler. Et puis, c'est toujours bien les huiles essentielles de les mettre dans de l'huile, parce que vous vous rappelez, c'est liposoluble, c'est pas hydrosoluble.
Alors, si vous les mettez direct dans l'eau, ça marche à cause de la chaleur, mais ça détruit un petit peu aussi. Si vous mettez d'abord dans une petite cuillerée et que vous mettez ça dans un bol et par-dessus de l'eau chaude, c'est mieux. Voilà, donc ça, évidemment, cette voie, elle est privilégiée pour tout ce qui est ORL, la sphère, le nez, la bouche, les sinus, parce qu'il y a déjà l'effet d'entraînement par la vapeur, ça monte. En même temps, il y a l'effet décongestionnant de la chaleur, et ça fait vraiment pénétrer les molécules aromatiques profondes dans les sinus, etc. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis, il y a ce qu'on appelle le nébulisateur. Donc, les nébulisateurs, c'est des appareils qu'on achète sur le commerce. Il y en a différentes sortes qui vont diffuser des huiles essentielles dans l'atmosphère. Alors là, il y a aussi une précaution d'emploi par rapport aux enfants, par rapport à la grandeur de la pièce. Il faut qu'elle soit aussi aérée, pas plus de 20 minutes, parce que c'est quand même des principes actifs. Mais en général, on estime que dans une grande pièce aérée, la diffusion n'est pas vraiment médicinale. On est plutôt dans le bien-être. Hein. Voilà. Enfin, c'est quand même assainissant et puis ça sent bon. Hein. Voilà, donc privilégions la voie cutanée, la voie orale, vraiment demander à un thérapeute. Et puis, comment faire? Comment faire pour la voie cutanée? Alors, je vous ai parlé de pur, mais non pur, très très peu. Pourquoi? Bon, on en a déjà parlé, très actif, très concentré et potentiellement irritant. Hein. Donc, on le dilue. Alors, c'est là qu'on rentre dans les problèmes techniques, les calculs de dilution. Bon, on va faire simple. On se dit que dans une petite cuillère à café, pas la toute petite, mais disons entremets, il y a environ 5 millilitres. Donc, environ 100 gouttes. Et quand on veut 1%, on met une goutte dans une cuillère à café. Si on veut que ça soit plus précis, on achète un compte-gouttes. Alors, le compte-gouttes, c'est quelque chose comme ça, qu'on achète en pharmacie. Voilà. Et là, on peut compter. Donc, ça veut dire, si vous voulez vraiment être précis, vous comptez 99 gouttes d'huile et une goutte d'huile essentielle et vous avez 1%. Après, on a, alors 1%, c'est pour tout ce qui est muqueuse, surtout la bouche. Vous ne faites pas un blanc de bouche avec plus qu'une goutte pour 100 gouttes ou pour 99. Sinon, c'est trop fort. Pour tout ce qui est cosmétique visage, hein, je vois des recettes sur Internet, c'est hallucinant. La concentration des huiles essentielles, non, une goutte, ça suffit pour le visage. Après, pour le reste du corps, on peut aller jusqu'à 5%. Si vous voulez toucher le système sanguin, bref, le système plus général, on arrive dans les 10%. Donc, dans notre petite cuillerée, là, vous en mettez 10. C'est beaucoup déjà. Quand vous avez de l'infectieux ou un gros bobo, une grosse plaie, une grosse bosse, un gros bleu, là, vous pouvez mettre jusqu'à 20%. Mais 20%, c'est le maximum. Donc, vous vous rappelez, dans une cuillerée à café, pas plus de 20 gouttes. Et en plus, il y a un maximum par jour. On préconise, que les aromathérapeutes éclairés préconisent, pas plus de 20 gouttes, tout confondu, par jour. Voilà. Après les dilutions, bon, il y a des tableaux de dilution pour vous aider, mais moi je fais simple, donc je fais pas en gros parce que c'est important, mais ma petite cuillerée, j'ai une petite seringue aussi, 5 millilitres, et après je compte mes gouttes. Voilà, ça suffit. Après, on parle de synergie. Qu'est-ce qu'une synergie? C'est un mélange. Synergie, c'est un mot qui veut dire ensemble, on est plus fort. Mais ça veut dire aussi 1 plus 1 égale 3. C'est-à-dire, il y a un principe actif plus un autre principe actif, et il y a la combinée des deux qui va encore faire une autre action. Donc, les synergies, c'est un peu quand on prend plusieurs médicaments. Voilà, il y a aussi des choses à savoir. On ne va pas rentrer dans les détails, mais je vous invite juste à être prudent. Là, sur Internet, il y a toutes sortes de synergies. Demandez quand même conseil. Il y a des choses qui ne sont pas valables. Par exemple, en général, ils ont tendance à additionner. Ils vont prendre 3 antibactériens. Ce n'est pas la peine. Un antibactérien à large spectre suffit. Il vaut mieux choisir des choses qui vont se combiner. Par exemple, vous avez une douleur articulaire, donc vous avez le côté douleur, vous allez choisir un antalgique. Vous avez le côté rhumatisme, vous allez choisir une anti-inflammatoire. Voilà, et peut-être un anti-infectieux. 3 choses qui vont additionner leurs effets. Voilà. Maintenant qu'on va parler des dangers, parce que quand même il y a des dangers. Donc, il y a des dangers. Le danger principal, et pour tout le monde, c'est les allergies. Comme c'est des principes très actifs et très puissants, personne n'est à l'abri d'une allergie.
Voilà, donc on conseille quand même d'y aller mollo au début, de tester sur la peau. Il y a un bon test, c'est juste d'ouvrir le flacon et de le poser sur une table et de voir ce qui se passe. Et puis, s'il ne se passe rien, vous allez plus loin, vous l'approchez et vous le sentez. Voilà, comme ça. Et puis, si c'est agréable, ben ça va. Les allergies peuvent être à retardement, mais bon, alors inutile de dire que tous les asthmatiques, les gens qui sont, comme on dit, qui ont des bronches ultra réactives, attention aux huiles essentielles. Il y a des huiles essentielles qui sont interdites pour elles. Après, il y a un danger selon les familles. Hein. On sait par exemple les phénols sont dermocaustiques. Alors dermocaustique, ça veut dire irritant. Mais irritant grave, j'ai parlé de l'irritation du tractus digestif, ça peut aussi faire de l'eczéma, faire même des brûlures. Hein. Donc c'est pour ça qu'on les utilise jamais purs, jamais plus de 20% et que les dilutions sont importantes. Pour reprendre pour les dilutions, ben, ça se dilue dans l'huile puisque c'est liposoluble, mais les huiles, ben, il y a toutes sortes d'huiles qui sont elles-mêmes thérapeutiques. Donc il y a des huiles neutres comme l'huile de tournesol bio qui a le mérite d'être super pas chère, genre 5 € le litre. Voilà, donc ça c'est un bon plan. Mais sinon, il y a des huiles qui sont elles-mêmes thérapeutiques, comme l'huile de nigel qui est cicatrisante, et puis pour les cosmétiques, l'huile de jojoba, il y en a des hyper chères. Voilà. Il y a des huiles qui sont aussi très intéressantes, comme l'huile de coco pour les bains de bouche. Donc tout ça, ça peut aussi s'apprendre. Et puis il y a des huiles qui sont solides à nos températures, et ça c'est intéressant parce que du coup, on peut les transporter plus facilement, nos petits flacons de synergie, de mélange tout prêt. Ils seront solides. Il y aura juste à prendre une petite noix et à l'appliquer au lieu d'avoir un flacon qui coule et qui en met partout. Quoi. Voilà. Donc, je reprends le danger. Ben, c'est donc la dermocausticité, l'obligation de les diluer, mais il peut y avoir à la longue quand même une irritation. Donc, être vigilant. Une hépatotoxicité parce que les huiles essentielles, elles sont métabolisées par le foie. Donc à la longue, si on abuse, hein, ça peut être mauvais pour le foie. Surtout certaines, surtout les phénols. Il peut y avoir, et ça c'est important, il faut que je le dise, une neurotoxicité, surtout pour une qui est très connue, la menthe poivrée. Donc la neurotoxicité, ça veut dire que ça peut avoir ça agit sur le système nerveux et ça peut provoquer des crises d'épilepsie ou des spasmes laryngés. Alors, la menthe poivrée, on y reviendra, mais la menthe poivrée, c'est la moins dangereuse des cétones. Mais il y a d'autres menthes, comme la menthe nana, la menthe verte. Attention aux spasmes laryngés, pas chez les enfants, etc. Voilà, donc les dangers. Il y a aussi un risque de néphrotoxicité, comme tout principe actif, c'est-à-dire problème pour le rein. Mais c'est rare pour les huiles essentielles. Donc, pour qui c'est le plus dangereux? Pour les gens fragiles, et là je parle juste 1 minute des femmes enceintes ou allaitantes, parce que bien sûr, comme on leur interdit tous les médocs, elles veulent prendre des huiles essentielles en se disant c'est des plantes, ça ne craint pas, mais si. Donc les thérapeutes qui sont éclairés vont donner que 3 huiles essentielles qui sont utilisables, en sachant que moins de 3 mois, les huiles essentielles, non, moins de 3 mois de grossesse. Éviter, ou alors vraiment auprès de quelqu'un et d'un médecin. À partir de 3 mois, il n'y en a que 3 qui sont vraiment sûrs, safe. Donc, il y a la lavande, la camomille et Ravinsara. Ces 3-là, ça couvre déjà pas mal de choses. Hein. Et puis, les jeunes enfants, c'est un petit peu pareil. Hein. Les nourrissons, attention, en dessous de 18 mois, c'est un médecin. Ça peut être même pas un aromathérapeute éclairé, il faut être vraiment très vigilant. Après, les jeunes enfants en dessous de 3 ans, c'est comme les femmes enceintes. Vous vous rappelez, lavande vraie, camomille noble, Ravinsara. Sauf le Ravinsara qui peut être dangereux pour les asthmatiques et souvent les jeunes enfants, ils peuvent faire des crises de bronchiolite, comme on dit. Donc, si vous avez des doutes, il y a un autre qui peut remplacer le Ravinsara. J'en parlerai. Et puis, après les enfants de plus grands de 6 ans, il y en a d'autres, mais là, je ne vais pas faire un cours complet. Il faut juste savoir. Moins de 18 mois, rien au médecin. Jusqu'à 3 ans, les 3 comme les femmes enceintes. Jusqu'à 6 ans, quelques autres, mais un conseil éclairé. À partir de 6 ans, ça s'élargit encore, mais pas celles qui sont les phénols, parce qu'ils sont très caustiques. Et puis, les adolescents, etc., pas grave, on est comme les adultes, en sachant qu'il y a quelques huiles essentielles qui sont hormones-like, c'est-à-dire elles agissent comme des hormones, certaines comme la cortisone, comme le pin sylvestre, super anti-allergique,
mais certaines comme des œstrogènes. Donc, ce n'est pas des huiles essentielles à donner aux ados pendant la puberté. Voilà, c'est tout. Sinon, pour les adultes, attention aux asthmatiques, attention, bon, bah, les reins, etc. Mais ça, c'est vraiment au long cours. Donc, la règle générale, diluer, des conseils si vous pouvez, et des fenêtres thérapeutiques, pas tout le temps, pas des cures de 3 mois. Là, la phytothérapie, c'est une chose, mais l'aromathérapie, c'est une autre. Hein. C'est comme des antibiotiques, on en prend une semaine et puis on arrête, on n'en prend pas 3 mois. Enfin, voilà. Alors, le temps passe, hein, donc je vais aller vite pour les 3 qui restent. C'est-à-dire, je voulais vous présenter au moins 3 huiles essentielles parce qu'elles sont très connues, très utilisées et on les aime bien. Hein. Donc la lavande parce que c'est la plus sécuritaire puisque les femmes enceintes, les jeunes enfants, tout le monde peut utiliser. Ça a un énorme rayon d'action puisqu'on l'utilise dans les parfums, dans les savonnettes, dans les produits ménagers et puis aussi justement médicinal. Alors vous savez, il y a plusieurs lavandes. Il y a ce qu'on appelle la lavande vraie ou la lavande fine. Je ne vous donnerai pas le nom latin, mais déjà, il faut que sur votre flacon, si vous cherchez la lavande vraie, ça sera marqué lavande fine. Sinon, il y a la lavande stochas. La lavande stochas, il vaut mieux éviter. Hein. Elle est très difficile d'utilisation ou alors avec un thérapeute. Après, il y a des lavandins. Donc, c'est après la guerre, ils ont fait des croisements pour avoir plus d'huile essentielle, plutôt pour la parfumerie. Donc, le lavandin grosso, etc. Donc, celle qui a le plus de qualité et de principes actifs, c'est la lavande vraie, évidemment. Et encore plus, c'est la lavande sauvage. Et là, il n'y a que des petits producteurs, Drôme et Alpes de Haute-Provence. Et ça sent même plus la lavande. Hein, c'est très fort. Alors, la lavande, c'est essentiellement une huile essentielle apaisante. C'est même sédatif. Là, vous pouvez en mettre pour le coup quelques gouttes pures sur votre oreiller. Là, vous dormez assurément à coup sûr. Ne le mettez pas sur le coussin de méditation parce que vous avez les méditations un peu, vous vous endormez, quoi. Après, ça peut aussi calmer, par exemple, c'est mieux relaxant. C'est vraiment un calmant général. Ça peut calmer aussi les nerfs. Parce qu'il y a 3 dimensions, hein, j'avais dit, physique, psycho-émotionnelle et énergétique. Donc, c'est quelque chose qui apaise et qui vous fait rentrer à l'intérieur de votre moi profond. Ça, c'est la dimension énergétique. Voilà, la lavande, toutes sortes d'utilisations. Par exemple, en agriculture, c'est un excellent anti-puceron et antifongique. Vous pouvez faire des gâteaux. Bref, vous pouvez y aller. La lavande, c'est une valeur sûre. Alors, je vais parler de la menthe poivrée aussi. C'est un choix qui m'est venu tout naturellement, alors qu'il y a plein d'huiles essentielles. Mais parce que je vois beaucoup de mes collègues qui utilisent, parce qu'avec le masque, hein, on est encore obligé d'avoir le masque tout le temps. Et bien sûr, on a mal à la tête, hein, vous savez. Et du coup, la menthe poivrée, c'est vraiment très efficace pour le mal de tête, mais c'est aussi un peu dangereux parce que il y a 2 chémotiques principaux, le menthol et le menthone. Donc le menthol, c'est assez fort. Donc le menthol, il n'est plus permis dans les mélanges d'huiles essentielles en inhalation. Et c'est effectivement très puissant et ça fait tousser, ça peut provoquer des spasmes laryngés. Donc ne mettez pas dans votre bol d'eau chaude là pour faire des inhalations. Plus de menthol. Et donc d'huile essentielle de menthe poivrée. Hein. Et le menthone, c'est une cétone, c'est neurotoxique, ça abaisse le seuil d'épilepsie. Donc nous, on travaille par exemple avec des épileptiques et je dis à mes collègues, faites attention, vous en mettez plein, vous approchez d'un épileptique, s'il est mal équilibré, ça peut déclencher chez l'autre aussi une crise d'épilepsie. Donc sinon, la menthe poivrée, c'est rafraîchissant, ça vous le savez, c'est analgésique et c'est décongestionnant. Donc, toutes sortes de qualités, vous voyez, c'est qui sont un peu différentes. Hein. Donc, la menthe poivrée par voie cutanée, hein, pas par voie orale si possible. Hein. Sur un sucre, ça va vous faire très mal à l'estomac. Pas chez les enfants et pas chez les femmes enceintes. Hein. C'est abortif carrément. Donc, méfiance. Hein. Peut-être pas à dose très petite, mais on ne va pas prendre de risque. Hein. Et c'est tonique. Alors, les coups de fatigue, les coups de stress, les coups quand on est sent un petit peu abruti, là, ça vous clarifie comme la menthe. Là. Bon, il faut savoir pareil que la menthe poivrée, c'est une sorte de menthe. Il y a toutes sortes de menthes. Il y a la menthe verte, la menthe nana, la menthe des champs.
regardez bien, ça doit être de l'amande poivrée. L'amande verte, elle est beaucoup plus toxique et difficile d'utilisation. Et le dernier, le Ravinsara, la star de l'hiver, celle que tout le monde utilise, qui est effectivement un excellent antiviral, hein. Mais ça vient de Madagascar. Donc, Madagascar, des grandes exploitations surexploitées, ressources en eau limitée, donc pillage de l'eau, pas forcément des retombées économiques flagrants pour le pays, puisque c'est les gros labos qui se sucrent là-dessus. Voilà, donc le Ravinsara a ce problème-là. Alors, Sara, ça veut dire herbe, et Ravine, c'est bonne. Donc, Ravinsara, ça veut dire bonne herbe. Et c'est une plante qui est connue, que j'ai moi en tisane. Donc, on peut l'utiliser tout bêtement en cure de feuilles, hein. Par contre, si vous avez un rhume en hiver, tous les rhumes de la sphère ORL, à ce qu'ils appellent le virus syncytial hivernal, c'est extrêmement actif. Effectivement, une seule goutte suffit. Donc là, si vous êtes vraiment coincé, vous pouvez l'utiliser pur, mais vous en mettez un petit peu sur cette partie-là. Là. Et vous faites une trace. Ça s'appelle une trace. Mais c'est très efficace. Ça décongestionne immédiatement et c'est antiviral. Hein. Sinon, en dilution, en synergie avec de l'eucalyptus radié, etc. Alors, attention, asthmatique, on en a déjà parlé. Et attention, bien sûr, à la surexploitation. Le biotope idéal, c'est Madagascar. Si vous voulez, si vous en utilisez peu et à bon escient, bon, ça va, mais si vous voulez en utiliser souvent, il y a le Saro, S-A-R-O, qui est une autre plante qui est aussi efficace, peut-être un tout petit peu moins, mais qui est de chez nous. Donc, voilà, c'est une valeur sûre. Voilà, il y a des centaines il y a une centaine d'huiles essentielles, on ne va pas s'éterniser. Je vous en ai présenté 3. Si vous avez quelques questions, ben, on va voir. Sinon, ben, voilà, je vous remercie. Et surtout, merci aux plantes parce que c'est vraiment quelque chose de précieux. J'espère que je n'ai pas été trop longue, Eddy. Tu as été parfaite. J'espère que vous m'entendez bien. Je suis presque ému de tout ce savoir autour des plantes, du vivant. Je trouve même qu'il y a une naturelle continuité avec l'exposé de Delphine. Les huiles essentielles sont vraiment là pour servir notre immunité. Elles sont en aucun cas là pour les soigner, mais il me semble, hein, je ne suis pas l'expert, mais c'est ce que j'en retiens. Il y avait une question de Guillaume qui demandait les bénéfices de l'immortel. Alors, l'immortel, c'est l'hélicryse. Hein. Donc, l'hélicryse, c'est pareil. L'immortel, il faut voir qu'il y a plusieurs sortes. Donc, il y a l'hélicryse italienne qui pousse en Corse. Donc, l'hélicryse italienne, c'est juste le nom. Hein, comme j'avais dit, genre et sous-genre. Donc, hélicryse italienne, elle vient de Corse. Hein. C'est là où c'est le biotope idéal, mais là, j'en ai chez moi. Voilà. Et sinon, les immortels qu'on trouve dans la garrigue ou dans la garenne ou dans le maquis chez nous, c'est aussi des immortels, mais c'est des immortels vulgaris, elles sont moins actives. Alors, c'est une plante qui est extrêmement bonne pour les bleus, etc. Ça fait vraiment partir le bleu, c'est magique, mais c'est très cher. Parce qu'il faut beaucoup de plantes, voilà, c'est pas 4 tonnes et j'ai pas les chiffres en tête, mais il en faut énormément. Et ben, la Corse, c'est pas très grand, donc voilà, c'est le même problème que le Ravinsara. Et les naturopathes vous diront, on peut faire des macérats huileux qui sont donc beaucoup moins, qui consomment beaucoup moins de matières premières et qui sont tout aussi efficaces. Donc moi, personnellement, je n'ai pas d'huile essentielle d'immortel chez moi. Je vais fabriquer à ce solstice du macérat huileux, donc bientôt dans 15 jours, parce que c'est le meilleur moment pour le récolter. Je vais faire mon macérat huileux d'immortel. Mais effectivement, c'est une très bonne huile essentielle qui coûte genre dans les 25 € les 2 millilitres. Hein. Donc en sachant que dans 2 millilitres, il va y avoir 40 gouttes. Donc c'est pas beaucoup. Hein. Non. Ben, je crois que tu pourrais t'étaler encore plus et ce serait pour notre plus grand plaisir, mais j'espère que ce sera l'année prochaine. Pourquoi pas en direct, en live avec un petit En tout cas, je te remercie à titre de la soirée. On pense une petite pensée à Sam aussi. Ouais, mais c'est bientôt fini, t'inquiète. On va laisser à la place à ceux qui ont une belle grande bande passante. Ouais. En tout cas, je te remercie encore beaucoup. Voilà, c'est cool de te voir et t'entendre.
place à la musique et à la vie. Merci. À bientôt. Peut-être tu restes avec nous. Oui, c'est l'heure de l'apéro bientôt. Cool. Et oui, on va commencer l'apéro avec une personne que j'avais eu la chance de rencontrer avec son homme aux rencontres des peuples aborigènes. Je veux parler de Lily Young qui nous a fait un petit cadeau et qui nous a envoyé une vidéo, 15 minutes de voyage avec Lily Young. Guillaume, c'est à toi. Je vous remercie en tout cas, tous, Manu, Cécile, toute l'équipe, de me faire confiance pour ces ateliers. C'est vraiment un moment de plaisir. Voilà, c'est cool. Je vous envoie mon sourire et j'en vais regarder les vôtres avec beaucoup d'amour. Je vous aime fort. On ne te voit pas, il n'y a pas la vidéo, mais on t'entend. Tu nous entends? Ouais. Ouais. Oh, trop cool de te voir. Salut. Avec ta petite. Ça va? Bah ouais, ça va, ça va. Ouais, ouais. Alors, on voit qu'il y a des actualités professionnelles, mais aussi personnelles. Ça se passe bien? Bah, ça, plus que jamais. Une actualité qui va durer de toute la vie, maintenant. Il paraît. Voire au-delà. Voilà. Ouais, c'est cool de te voir, de voir ton sourire et de rencontrer Zoya. Ouais, cool, ça fait plaisir de vous voir. Merci en tout cas de proposer ma vidéo et de m'inviter, c'est cool. Je crois que tu étais rentré dans tous les cœurs au festival, des festivaliers, de l'organisation. C'est pour ça que Opal t'a contacté. Merci à toi de nous faire confiance et puis de partager ta voix qui à chaque fois me renverse. Voilà, je peux le dire, je peux l'avouer. Avec joie. C'est cool. Alors, je ne sais pas si on a réglé le petit souci technique, mais Manu, tu nous entends? Ouais, je vous entends. Merci Lily d'être venue nous faire un coucou. C'est magnifique de voir ton bout de chou. On est super heureux pour vous. C'est génial. Félicitations et puis bonne fête alors, ça y est, on peut te laisser. Ah bah oui, voilà, c'est la première fois de ma vie qu'on me souhaite une bonne fête maman. Bon, bah écoutez, merci. Il manque la troisième partie du triangle. On aura une pensée pour Christophe également et toutes ces belles paroles écologiques et magnifiques. L'homme girafe. Ouais, il est en bas, il vous fait un bisou aussi, mais il est en bas, il est occupé, il est en train de faire des travaux. C'est cool. On vous embrasse tous les trois. Merci pour la petite apparition et puis à très bientôt. C'est cool. Ouais, à très bientôt. Bisous. Salut. Bisous Lily. Bisous Zoya. À bientôt. Et tout le meilleur à toi. Bon, cette fois c'est la bonne. Je vous laisse entre deux bonnes mains. Merci Manu, merci Cécile. Et place à une, je crois, belle conférence. Ouais, dans la vidéo.